Bonjour auditrices, auditeurs à travers le monde, bienvenue sur Immigration FM. Dans le cadre de cette émission de ce samedi 4 octobre 2025 consacrée à la planification pluriannuelle de l'immigration au Québec 2026-2029, émission qui sera animée par Norbert, votre humble serviteur, et notre invité Louis-Philippe Janouard, coordonnateur du volet protection à la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes TCRI. La table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes regroupe 158 organismes communautaires à travers toutes les régions du Québec. L'intégration et la défense collective des droits des personnes réfugiées, immigrantes et sans statut sont au centre de sa mission depuis plus de 45 ans. Chaque année, ce sont plus de 120 000 personnes nouvellement arrivées qui sont accueillies dans les organismes du réseau, tous statuts confondus. Notre invité sera avec nous, Louis-Philippe Janouard, va nous en dire davantage. Bonjour Louis-Philippe. Bonjour. Avant de rentrer dans le fond du débat, permettez-moi de vous présenter qui est M. Louis-Philippe Janouard. Vous vous intéressez beaucoup aux questions migratoires et à la défense des droits des personnes migrantes et réfugiées depuis près d'une vingtaine d'années. Vous avez notamment travaillé avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Montréal, Costa Rica, ainsi qu'au musée de l'Holocauste à Montréal, où vous avez organisé plusieurs ateliers et événements publics sur ces questions. Vous avez obtenu votre thèse de doctorat en droit à l'Université du Québec à Montréal au sujet de la détention des personnes migrantes au Canada. Avant de vous joindre à l'équipe de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes de TCRI, vous avez été conseiller en relations intergouvernementales pour le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Tout au long de notre émission, notre invité va nous en dire davantage sur la consultation, sur la planification pluriannuelle de l'immigration au Québec 2026-2029 en cours. Nous ferons aussi un crochet du côté du projet de loi C2 présentement à l'étude à la Chambre des communes à Ottawa. Nous rappelons à nos auditrices et auditeurs à travers le monde que vos questions sont la bienvenue sur notre page Facebook ou par numéro WhatsApp via le numéro affiché au bas de l'écran. Louis-Philippe, rebonjour. Oui, bonjour. Vous êtes coordonnateur du volet protection au TCRI. Tout d'abord, expliquez aux immigrants et immigrantes qui vous suivent en ce moment les missions de la TCRI. Oui, comme vous l'avez déjà mentionné, on compte un réseau du communautaire en immigration dans la province de Québec. On regroupe 158 membres qui sont présents dans toutes les régions, puis qui au quotidien les personnes migrantes, les personnes réfugiées, en offrant différents services. La table de concertation a été faite en 1979 au moment de l'arrivée des Boat People au sud-est Atlantique. Il y a des organismes, c'était d'abord en Montréal, qui sont de se concerter avec les gouvernements également pour assurer un accueil digne de ce nom au Boat People. Puis la série a évolué comme ça, est devenue une table provinciale en 1999, donc avec une mission axée sur la défense des droits des personnes réfugiées et immigrantes, peu importe leur là-dessus. Une mission qui est inspirée par le mouvement de l'action communautaire autonome, donc qui vise une transformation sociale sur la base de l'expérience terrain des organismes, des besoins qui sont constatés, puis des besoins exprimés par les communautés transformées, justement les sociales d'inégalité pour les nous, à la table de concertation, on a deux, je dirais principalement notre travail. Il y en a un premier qui est en soutien à nos organismes membres. Donc, on ne travaille pas directement avec les populations concernées, on est vraiment en soutien à nos organismes pour qui on offre des formations, on élabore des outils,
travail, des outils d'information. On diffuse beaucoup d'informations, par exemple sur tous les changements aux politiques d'immigration qu'il y a pu y avoir dans les 2 dernières années. Donc, on s'assure que l'information circule. On organise des espaces de concertation sur différentes thématiques. L'employabilité, l'immigration en région, les enjeux de protection internationale, donc qui concernent les personnes en demande d'asile, par exemple. Donc, ça, c'est le premier volet. Puis, il y a un deuxième volet qui est la représentation. Représentation à la fois dans différents réseaux, parce qu'on travaille avec des réseaux. Donc, moi, je travaille en relation avec un réseau en prévention de l'itinérance, par exemple. Donc, on est présent dans différents réseaux comme ça. Représentation dans l'espace public avec nos initiatives de plaidoyer ou le fait de parler avec vous justement aujourd'hui pour que les gens en sachent davantage sur les enjeux en immigration au Québec. Puis, il y a la représentation gouvernementale aussi, donc dans les relations avec les gouvernements à travers différents comités, à la fois au fédéral puis au provincial. On s'implique également dans justement les exercices législatifs pour le projet de loi C2, mais aussi les consultations gouvernementales, justement comme dans le cadre de la planification annuelle de l'immigration. Et quels sont les critères pour en devenir membre? C'est une bonne question. Je pourrais les organismes intéressés sur notre site Internet, mais en résumé, il faut avoir 2 ans d'existence, 2 ans d'existence légale, une forme d'organisation démocratique, communautaire. Puis c'est ça, avoir une mission là, centrée sur l'immigration, ou alors on a aussi des membres qu'on appelle membres de soutien, par exemple, dont la mission principale n'est pas nécessairement axée sur l'immigration, mais qui desservent les populations immigrantes. On pense par exemple au centre, au CJE, les centres jeunesse emploi, qui ont un volet d'employabilité là, pour les personnes. Vous avez aussi une vision, celle de l'action communautaire pour laquelle les personnes immigrantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage au niveau de votre vision? Oui. Oui, c'est une vision qui est vraiment créée dans les communautés, dans les besoins exprimés par les personnes. Donc, c'est mise en place de projets, d'initiatives dont les objectifs sont vraiment déterminés par les organismes là, en partenariat, évidemment, en collaboration avec les personnes des services. Donc, pour vraiment répondre à leurs besoins. Puis, dans cet aspect-là aussi, souvent, une analyse un peu critique des structures de pouvoir ou des structures dans la société. Donc, on vise une transition de ça aussi. Donc, il y a un aspect plaidoyer, je dirais, à ce travail-là de l'action communautaire autonome pour mettre en lumière les inégalités, les structures qui les produisent, qui les reproduisent, puis propositions pour finalement réduire les... C'est pas nécessairement facile, l'action communautaire autonome, surtout à l'égard, je dirais, du financement public pour les organismes communautaires, là, malheureusement. La part du lion est vraiment dirigée vers des ententes de services ou des appels de projets dans lesquels les organismes communautaires n'ont pas toujours leur mot à dire dans les orientations proposées. C'est notamment le cas en immigration où on sent qu'il y a un certain manque d'écoute de la part du MIFI, du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration au Québec, dans la détermination de priorité. Mais je dirais que c'est vraiment ça la vision communautaire autonome, la transformation sociale, puis répondre aux besoins qui sont exprimés. Rentrons dans le vif du sujet pour parler de cette planification pluriannuelle de l'immigration pour 2026-2029. Vous avez d'ailleurs produit un mémoire intitulé Au-delà des chiffres, l'immigration au service d'une société juste et inclusive. Pourquoi cet intitulé? Pensez-vous que l'immigration n'est pas juste et inclusive au Québec? Il y a évidemment, tout n'est pas sombre. Il y a plusieurs améliorations qu'on propose. Il y a une vision aussi qui est quand même souvent alimentée, une vision très utilitariste de l'immigration, puis utilitariste sur le plan économique. C'est souvent analysé à des bénéfices
que la québécoise peut en tirer sur le plan économique. Ce qui fait en sorte que c'est pas toutes que les personnes, puis par exemple les travailleurs étrangers temporaires sont souvent réduits à leur simple apport en matière d'œuvre, puis qu'il y a un manque de considération pour la compétence de la personne humaine qui est derrière ce travailleur-là, derrière cette main-d'œuvre-là. Puis des politiques qui sont pas nécessairement adaptées à cette complexité-là de la personne qui, même si elle vient dans le cadre d'un programme d'immigration, qui bâtit souvent autour de cette immigration. Puis on l'a vu là, récemment avec les changements de règles, les différents programmes, que c'est qui peuvent être facilement brisées quand les décisions gouvernementales sont très accent sur les chiffres. D'abord et avant tout, et moins sur les personnes humaines. Nous allons marquer une petite pause musicale, le temps de revenir juste après pour un petit réglage technique. Vous êtes sur Immigration FM, radio émettant depuis Montréal au Canada, dans le cadre de cette émission de ce samedi 4 octobre 2025, que nous recevons Louis-Philippe Janois, coordonnateur du volet protection à la table des concertations des organismes au service des personnes réfugiées immigrantes au Québec. La planification pluriannuelle de l'immigration 2026-2029, nous allons permettre à notre illustre invité de nous donner de plus amples explications là-dessus. C'est un expert, il nous en dira davantage. Et puis, Monsieur Louis-Philippe Janois, dans votre exposé structuré autour de 9 pages, intitulé 9 grandes parties intitulées planification pluriannuelle. Au-delà des chiffres, l'immigration au service d'une société juste et inclusive. Alors, vous parlez donc des travailleurs étrangers temporaires, des étudiants internationaux, de la régionalisation de l'immigration en région, d'une intégration en emploi inclusive, de la reconnaissance des compétences et de l'immigration humanitaire. Alors, oui. Pourquoi mettez-vous un accent sur ces aspects de l'immigration? C'est je dirais parce que c'est les préoccupations qu'on entend davantage chez nos membres. C'est vraiment, dans le fond, nos recommandations sont ancrées dans l'expertise de nos membres là, qui accompagnent, comme vous l'avez dit, au quotidien des dizaines de milliers de personnes par année au Québec. Puis, c'est les enjeux principaux qui en ressortent. Évidemment, il y en a quand même plusieurs qui ont trait aux personnes qui ont un statut d'immigration temporaire
ou alors à l'immigration humanitaire, des catégories d'immigration souvent à laquelle sont associées ou est associée une certaine précarité liée au statut, liée au parcours de vie, liée à la difficulté d'accéder à certains services. Donc, bon, par exemple, c'est pour ce qui est des enjeux qui concernent les immigrants permanents dans la catégorie économique, il y a peut-être moins de défis ou moins de difficultés. Je dirais la machine est peut-être mieux rodée de ce côté-là. Du côté des services d'accueil et d'inclusion, d'intégration. Donc, nous, on vient mettre en lumière des pistes d'amélioration possibles dans l'action gouvernementale. Puis, dans ce que le gouvernement du Québec peut mettre en place pour assurer un meilleur accueil de ces groupes de personnes-là, de ces populations-là. Est-ce que vous semblez avoir une oreille attentive du côté du gouvernement québécois et plus précisément de celui de M. Legault actuel? Malheureusement, non. On sent, au contraire, je dirais, il y a plusieurs de nos recommandations justement qui vont dans le sens contraire de l'action gouvernementale des dernières années, notamment des 2 dernières années là où il y a, les mesures s'accompagnent également d'un discours politique très négatif à l'égard de l'impact ou des effets de l'immigration sur la société québécoise. Non, malheureusement, on ne semble pas avoir l'oreille du gouvernement, mais je dirais qu'il y a peu de secteurs de la société civile qui semblent avoir l'oreille du gouvernement dans le contexte actuel, que ce soit du côté du patronat, que ce soit du côté des syndicats, par exemple, qui représentent les travailleurs, des associations en hôtellerie ou en restauration. Il semble y avoir peu d'écoute de différents segments de la société civile de la part du gouvernement, puis c'est ça, du côté communautaire non plus, malheureusement. Mais comment comptez-vous, dans le cadre de ces consultations, amener le gouvernement à temporiser les ardeurs par rapport à ces programmes d'immigration au Québec? C'est une excellente question. Je dirais qu'on est réaliste quand même à l'impact que peut avoir notre intervention. On est en relation, on travaille aussi en relation avec différents acteurs, notamment du milieu communautaire là, ou syndical, pour mettre en lumière certains enjeux, mettre un peu de pression pour certains enjeux. Puis on le voit là, par exemple, c'est des stratégies. Par exemple là, dans le cas du regroupement familial, Québec réunifié a été je dirais, un regroupement très actif dans les derniers mois, dans les dernières semaines, puis on l'a entendu là au début des consultations publiques dans le cadre de la planification pluriannuelle qui ont démarré la semaine dernière. Certains partis d'opposition ont, dès leurs remarques préliminaires, présenté comme priorité l'immigration, le regroupement familial. Donc, c'est à travers des stratégies comme ça qu'on peut essayer de mettre un peu de pression, mais on est en même temps très réaliste. Je vous dirais, notre expérience de des dernières consultations publiques en 2023 nous avait quand même laissé un peu sur notre appétit. Il y avait eu peu d'écoute de la part du gouvernement. Encore là, la direction est assez claire vers une diminution des seuils d'immigration permanente et temporaire. Le gouvernement tient un discours très, très fermé à l'immigration sous certains aspects depuis plusieurs mois. Puis écoutez, pendant tout le mois d'octobre, des dizaines de groupes vont être entendus en commission parlementaire. Puis une semaine après la fin des auditions, le gouvernement s'est engagé à déposer finalement les conclusions des consultations puis son plan pour l'immigration pour 2026. On estime que la partie est peut-être jouée d'avance. Il y a peut-être certains gains qui vont être possibles de faire. On l'espère. Le gouvernement se dit à l'écoute, on peut donner la chance aux coureurs, mais avec une certaine réserve, je dirais. Est-ce que vous pouvez nous relever les grandes recommandations de votre mémoire qui sera présentée à cette consultation? Oui, il y a certains, évidemment, il y a plusieurs recommandations
dans le cadre de notre mémoire, on ne sera pas en mesure de toutes les faire valoir. Mais parmi les priorités qui ont été discutées, il y a notamment la question de l'expertise des organismes qui est très peu reconnue. Les membres de la TCRI desservent plus de 100 000 personnes par an. Malheureusement, dans le cahier de consultation sur la planification, le rôle des organismes communautaires est très, très peu présent. Donc, au moins une reconnaissance de cette expertise-là, de l'importance d'écouter le terrain pour être en mesure d'avoir des politiques d'immigration qui fonctionnent. Il y a des recommandations, c'est ça, à travers différentes qui concernent différentes catégories d'immigration. Dans le contexte actuel, il y a bien sûr une des priorités qui a été identifiée, c'est l'immigration humanitaire, la situation des personnes en demande d'asile au Québec, les personnes réfugiées. Le gouvernement prévoit quand même une forte diminution des seuils d'immigration dans la catégorie de la réinstallation, donc les personnes réfugiées à l'étranger qui arrivent avec la résidence permanente. Donc quelque chose un élément où le gouvernement tourne le dos à une longue tradition humanitaire et qui est justifié par la présence des personnes en demande d'asile au Québec, mais qui nous semble un pas dans la mauvaise direction. Sinon, une autre des priorités, c'est vraiment pour les personnes qui ont un statut d'immigration temporaire au Québec, qui sont affectées par les récents changements, à la fois du côté des programmes pour les travailleurs étrangers ou pour les étudiants internationaux qui sont à risque ou qui ont perdu leur statut, de s'assurer qu'il y ait une voie de passage pour ces personnes-là, soit vers le renouvellement de leur permis temporaire ou vers la résidence permanente. Il y a eu plusieurs fermetures, par exemple du programme de l'expérience québécoise, qui finalement viennent vraiment bloquer les projets de vie de plusieurs personnes. Donc vraiment l'importance de prendre soin d'une certaine façon des personnes qui sont déjà présentes au Québec, de ne pas les laisser dans une situation précaire où elles sont à risque de perdre leur statut, donc de s'assurer d'avoir des mesures pour les personnes déjà présentes sur le territoire. Oui, cette consultation intervient à quelques mois des élections au Québec, des élections provinciales, bien entendu l'élection du nouveau Premier ministre, et puis la coalition Avenir Québec dans les sondages traîne le pas. Est-ce que vous ne pensez pas que ce durcissement de ton du gouvernement actuel a plutôt des élans électoralistes? Tout à fait. Bon, je ferai une petite réserve que la TCRI est une organisation apolitique, donc on ne prend pas position pour un parti politique ou pour un autre, mais ça ne nous empêche pas non plus d'analyser ce qu'on constate là à l'ombre des intérêts électoraux d'un parti ou de l'autre. La question de l'immigration, de l'intégration, a toujours fait partie des thèmes favorisés par la CAQ et jamais dans une perspective très accueillante. Je dirais c'est une thématique qui est revenue à chaque élection. On essaie de mettre en lumière les soi-disant dangers qui seraient posés par l'immigration, par le fait que les personnes migrantes ne s'intègrent pas, que c'est une menace pour nos valeurs, pour la langue française. Donc c'est un discours qui est revenu périodiquement, mais qui depuis au moins le début 2024 est vraiment, c'est très récurrent. Au début de l'année 2024, là, on entendait presque à chaque mois, une conférence de presse était organisée avec le ministre de l'Immigration puis un nouveau ministre d'un autre portefeuille pour dire à quel point les impacts de l'immigration étaient difficiles sur la société québécoise, étaient durs. On a également, ça dans les derniers mois, toutes les initiatives liées à la laïcité qui sont souvent présentées par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec sous l'angle des enjeux qui seraient posés par l'immigration en matière de laïcité. Donc, il y a certainement une surenchère électorale de ces thèmes-là. Puis on voit aussi que c'est un thème qui est récupéré par le Parti québécois, qui lui est en tête là, dans les sondages. Donc oui, tout à fait. Il y a une
récupération de la thématique à des fins électorales, mais je pense ces temps-ci davantage, ça a toujours été présent, mais ces temps-ci, il y a vraiment une insistance particulière sur ces thématiques-là. Parlons du contexte de la tenue de cette consultation. Croyez-vous qu'elle soit une panacée pour tous les problèmes en matière d'immigration que comporte aujourd'hui le Québec? Non, non, je crois pas. La planification pluriannuelle porte d'abord sur des chiffres. Nous, on essaie de mettre en lumière d'autres aspects de l'immigration, mais l'objectif premier, c'est vraiment dans le fond, de dégager un certain positionnement sur les seuils d'immigration. Donc, il y a plusieurs aspects qui sont pas abordés. On essaie de les mettre dans l'espace public pour présenter ces enjeux-là au gouvernement, mais non, je crois pas que ce soit une panacée ou qu'on puisse régler l'ensemble des problématiques. L'immigration, c'est je dirais quelque chose qui devrait être planifié à plus long terme. Là, c'est dans un horizon quand même assez court. Nous, on souhaiterait que le gouvernement ait une vision peut-être un peu plus claire, un peu plus long terme. Et il faut dire aussi que l'immigration est une compétence partagée entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Donc, c'est pas tous les éléments qui sont dans les mains du gouvernement provincial non plus. Oui, précisément, vous avez dit tantôt que c'est des compétences partagées entre le fédéral et le provincial. Est-ce que vous pensez que le fédéral fait mieux que le provincial en matière d'immigration au Québec? Je prends par exemple le cas du regroupement familial dont vous avez fait allusion tantôt, et nous en reparlerons d'ailleurs. Est-ce que vous croyez que le gouvernement fédéral, par rapport au regroupement familial, fait mieux que le gouvernement provincial? Dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine mesure, si on regarde par exemple les délais pour justement pour que les personnes dans le cadre du regroupement familial puissent recevoir la résidence permanente, sont beaucoup plus courts au fédéral qu'au provincial. Les délais pour le Québec là, actuellement, en tout cas cet été, au moment où on a rédigé notre mémoire pour le regroupement familial pour le Québec, c'était de 38 mois, donc un peu plus de 3 ans, alors que c'était dans le reste du Canada un délai de 11 mois. Donc il y a vraiment une question de seuil ici qui vient jouer. Par contre, dans d'autres programmes, par exemple pour les travailleurs étrangers temporaires ou les étudiants internationaux, justement qui sont impactés dans le reste du Canada par des changements similaires où il n'y a pas de renouvellement des permis d'études ou des permis de travail, où il n'y a pas de voie de passage vers la résidence permanente. Là, je pense que l'action des deux gouvernements est peut-être équivalente. Pour ce qui est des personnes en demande d'asile, ben là, les responsabilités sont vraiment différentes d'un gouvernement à l'autre. Du côté fédéral, c'est vraiment l'étude des demandes d'asile, alors que du côté du provincial, c'est davantage les mesures d'accueil et d'intégration. Là, ce qui est proposé, puis on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard avec le projet de loi C2, c'est vraiment des fermetures très drastiques, des restrictions très drastiques au droit d'asile. Donc, je dirais que c'est en demi-teinte. Il y a certains aspects où, oui, le gouvernement fédéral peut faire mieux, notamment sur la question simplement du discours. Je pense qu'il y a eu un changement de discours important depuis 1 an environ du côté du gouvernement fédéral, mais qui porte quand même une vision, je dirais, moins négative, je le dirais comme ça, que le gouvernement provincial. C'est quoi, selon vous, l'impact économique, social et culturel du durcissement de ce programme d'immigration par le Québec? Est-ce que vous ne voyez pas en ça une certaine conséquence très négative sur l'économie de la province? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je trouve que c'est une vision qui répond à un impératif
qui est de nature, je dirais, politique ou discursive, plus qu'autre chose. Du côté des employeurs, par exemple, on constate le besoin de travailleurs, puis par ailleurs, la façon dont les programmes d'immigration temporaire fonctionnent comporte plusieurs problématiques, notamment pour ce qui est du PTT, le permis de travail fermé, qui facilite les abus, qui facilite l'exploitation. Mais oui, à plus long terme, le fait que des personnes perdent leur statut d'immigration ou aient des statuts d'immigration plus précaires, qu'il y a une diminution dans l'accès aux services, puis que si on réfléchit en matière économique, par exemple, l'exclusion des travailleurs étrangers temporaires des services en employabilité, je pense qu'on se tire collectivement dans le pied en n'offrant pas de l'aide à l'emploi aux travailleurs étrangers temporaires ou alors même aux personnes en demande d'asile. Il y a plusieurs mesures qui excluent les personnes de différents pans de la société. Puis, je veux dire, des personnes qui habitent au Québec, qui habitent au Canada, qui sont parmi nous, qui font partie de nos collectivités, mais qui sont exclus de différents services, de différents pans de la société. On en a parlé cet été dans les médias, la question de l'accès aux services de garde pour les titulaires de permis de travail ouverts. Collectivement, c'est des mesures qui font pas vraiment de sens. Et on estime, du moins à la TCRI, que une société plus inclusive bénéficie pour les personnes immigrantes, une meilleure inclusion des personnes immigrantes est vraiment un bénéfice pour l'ensemble de la société dans toutes les sphères. Nous allons revenir au regroupement familial, qui est une épineuse question, il faut le dire. Y a-t-il, selon vous, une crise prolongée du regroupement familial au Québec, telle que le fait remarquer dans son mémoire l'organisme Québec Réunifié? Oui, très certainement. Du côté des personnes en processus de parrainage, les faibles seuils au Québec allongent de façon drastique. Les séparations familiales ne répondent pas du tout aux besoins. Et la séparation familiale, c'est d'ailleurs très bien documenté par la recherche, là, notamment dans le cadre des personnes réfugiées qui de lourds impacts sur la santé mentale, sur la santé physique, dans plusieurs sphères de la vie. Donc oui, effectivement, il y a de graves problématiques. Une de ces problématiques-là, c'est que le gouvernement provincial a émis davantage de certificats de sélection du Québec en comparaison avec les seuils de personnes qui reçoivent la résidence permanente chaque année. Donc, il y a un arriéré important qui s'est créé du côté du gouvernement fédéral, dans le fond, où il y a une pile de dossiers, les gens qui ont leur certificat de sélection du Québec, mais qui sont en attente de la résidence permanente, puis IRCC, ou Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, attend le OK du gouvernement du Québec pour octroyer ces résidences permanentes-là, puis permettre aux personnes de venir rejoindre leur famille. Puis en parallèle, il y a beaucoup de difficultés à obtenir, par exemple, un permis de séjour comme en tant que visiteur pour se réunir là, en attendant la réception de la résidence permanente. Eh bien, il faut dire que des familles ont vu leur demande de permis visiteur refusée, alors que le ministre Fraser CS avait en son temps facilité les choses en permettant aux membres des familles d'obtenir des visas visiteurs pour venir retrouver les familles au Canada en attendant que le processus de parrainage avance. Pourquoi est-ce que, selon vous, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité du fédéral? Je reviens sur ma question de tantôt. Est-ce que vous pensez que le fédéral n'a pas eu responsabilité dans cette situation-là, qui devient de plus en plus catastrophique pour les familles? Bien, certainement, l'octroi pourrait être facilité des permis de séjour temporaires. Encore là, ça me semble loin d'être la solution idéale d'octroyer des permis de séjour temporaires plutôt que l'immigration, un statut d'immigration ou de résidence permanente qui est beaucoup moins précaire.
je pense qu'une des... il y a plusieurs dimensions. Déjà, le gouvernement fédéral accepte de ne pas traiter les demandes suite aux pressions du gouvernement du Québec. C'est pas clair, selon l'accord Canada-Québec, que le gouvernement provincial a ce pouvoir-là de dire au gouvernement fédéral non, traitez pas ces demandes-là. Mais il y a aussi, puis ça fait écho à ce que je disais un peu plus tôt, il y a vraiment à la fois au gouvernement, au niveau provincial et au niveau fédéral, un accent très fort qui est mis sur l'immigration économique, où on privilégie sur les cibles totales entre 65 et 70% d'immigration économique, ce qui a des impacts sur les catégories humanitaires et la catégorie du regroupement familial. Auparavant, il n'y avait pas un tel déséquilibre. Puis ça vient avec une vision, je dirais, un peu ou très stéréotypée des apports de chacun des groupes d'immigration. C'est pas parce que quelqu'un arrive dans la catégorie humanitaire ou familiale qui apportera pas une contribution sous la forme économique. Puis, d'un autre côté, dans la catégorie économique, il y a oui le demandeur principal, mais il peut y avoir sa famille aussi. Il peut venir avec des enfants, puis c'est évidemment tout à fait correct. Les enfants vont aller à l'école, vont apprendre c'est ça, vont se scolariser ici, vont apprendre à socialiser. C'est tout à fait correct, mais c'est pas... je dirais, c'est pas noir et blanc là, que dans la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie humanitaire, il n'y aura pas de contribution économique, il y a simplement un poids sur les services sociaux, et l'inverse, que dans la catégorie économique, c'est un apport économique à 100%, puis qu'il n'y a pas une demande en service. Tu sais, je pense que les frontières sont un peu moins claires que ça. Ça fait écho aussi, je pense, aux motivations des personnes qui ne sont pas toujours... qui cadrent pas exactement avec les catégories administratives là, qui sont mises en place par la loi, dans la mesure où quelqu'un qui arrive à travers un programme économique, des fois peut aussi chercher à fuir la persécution dans son pays ou à se réunir avec des membres de sa famille. La récente suspension du traitement de nouvelles demandes du certificat de sélection du Québec jusqu'en juin 2026 aggrave la précarité vécue par les milieux de familles binationales québécoises. Et comment votre organisme compte leur venir en aide? Est-ce que vous avez un plan de travail avec Québec Réunifié, par exemple, pour pouvoir assister ces familles-là? On a des échanges avec Québec Réunifié. On n'a pas de plan particulier, mais ça fait quand même néanmoins partie de ce qu'on essaie de mettre en lumière dans le cadre de la planification pluriannuelle, des impacts de ces décisions-là. On espère finalement un peu taper sur le même clou que plusieurs organisations pour demander un changement d'approche à cet égard-là. Parlons du projet loi C2. Il a été déposé le 3 juin 2025 au Parlement du Canada. L'objectif annoncé est de renforcer les outils gouvernementaux pour la sécurité frontière, la lutte contre le crime organisé transactionnel, le contrôle des flux migratoires, le blanchiment d'argent et de moderniser des mécanismes législatifs dans ce domaine. Monsieur Louis-Philippe, est-ce que c'est assez suffisant pour justifier cette loi? En fait, c'est un projet de loi qui est problématique à plusieurs égards. De un, qui est présenté sous l'angle de la sécurité frontalière, alors qu'il y a plusieurs éléments dans le projet de loi qui ne concernent pas du tout la sécurité à la frontière. Malheureusement, je dirais pas malheureusement, mais d'une certaine façon, le concept de sécurité frontalière est, comme à chaque fois que le concept de sécurité est mobilisé, quelque chose d'assez flou. Comme concept qui englobe potentiellement plusieurs choses puis qui permet plusieurs actions. Puis là, le gouvernement semble en profiter pour modifier, c'est pas moins d'une quinzaine de lois, 10 ou 15 lois, dans plusieurs domaines, dont peu qui sont en lien avec la sécurité à la frontière à proprement parler. C'est le cas, par exemple, en immigration, où il y a plusieurs mesures
c'est ça, où le gouvernement semble en profiter pour c'est ça, mettre en œuvre plusieurs mesures dans une conception très large de ce qu'est la sécurité, mais avec des conséquences là, très, très négatives pour les personnes migrantes et pour les personnes en demande d'asile, pour les personnes en quête de refuge. Ouais, il faut dire d'ailleurs que ce projet de loi suscite de fortes critiques de la part d'organismes de défense des droits, d'organisations humanitaires, d'avocats. Alors, les griefs relevés par ces organismes, c'est l'atteinte aux droits d'asile, la protection des réfugiés. Oui, tout à fait. Ouais. Allez-y. Il y a plusieurs éléments. Pour ce qui est du droit d'asile à proprement parler, ben, ça représente à notre avis, un recul très grave qui a peu d'équivalent dans les dernières années. Il y a deux éléments en particulier. Le premier, c'est l'introduction d'une étape supplémentaire dans le processus de détermination du statut de réfugié, qui est un processus complexe. J'essaie de le résumer qui se déploie actuellement en deux étapes. Il y a d'abord la recevabilité de la demande d'asile, où on va vérifier que la personne répond à certains critères. Par exemple, qu'elle n'a pas le statut de réfugié ailleurs, qu'elle n'a pas déjà fait une demande au Canada, qu'elle n'a pas commis un certain type de criminalité. Puis si la personne répond à tous les critères de recevabilité, là ensuite, dans une deuxième étape, sa demande est envoyée pour un examen sur le fond par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Là, on vient introduire une étape entre ces deux-là qui est l'examen complémentaire par le ministre. Il faut comprendre quand on parle du ministre que c'est par des fonctionnaires. Évidemment, c'est pas le ministre lui-même qui jette un œil à chaque dossier, ce serait beaucoup trop lourd pour une personne. Mais c'est ça qui vient avec de nouveaux pouvoirs pour les fonctionnaires. Donc, ils vont être chargés de rassembler toute la documentation pertinente à la demande d'asile, ce qui est présentement fait par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Il y a des nouveaux documents qui pourraient être exigés de la part du ministre. On ne sait pas lesquels, comme c'est habituellement le cas en droit de l'immigration. Il y a peu d'éléments dans la loi, tout est inscrit dans les règlements, mais on n'a pas encore les règlements qui sont proposés, donc c'est difficile de savoir exactement à quoi s'attendre, mais il y a plusieurs pouvoirs importants qui sont octroyés au ministre, puis qui, à notre avis, vont avoir pour effet que plusieurs demandes d'asile se rendront jamais devant un commissaire de la Commission de l'immigration du statut de réfugié pour vraiment être traité sur le fond. Donc ça, c'est un premier élément important. Deuxième élément, c'est justement, je parlais de la recevabilité de la demande d'asile. Il y a deux nouveaux motifs d'irrecevabilité qui sont introduits par le projet de loi C2. Un premier qui a trait à la présence au Canada. Une personne qui sera présente au Canada depuis plus d'1 an ne sera pas en mesure de présenter une demande d'asile. Et puis ça s'applique pas depuis la dernière entrée de la personne, mais depuis sa première entrée au Canada. Donc, quelqu'un qui viendrait comme un jeune de 15 ans avec sa famille pour une visite au pays, revient 10 ans plus tard et veut demander la protection internationale, il ne sera pas en mesure de le faire puisque ça fait plus d'1 an depuis sa première entrée au pays. Et le deuxième motif d'irrecevabilité vise spécifiquement les personnes qui sont présentes aux États-Unis. Il y a l'entente sur les tiers pays sûrs qui contient d'autres motifs d'irrecevabilité de la demande d'asile. Généralement, les personnes sont retournées vers les États-Unis. Il y a une exception à l'entente, si on veut, où si une personne traverse de façon irrégulière entre deux points d'entrée, donc traverse par la forêt, attend 2 semaines avant de déposer sa demande, attend 14 jours, là, elle peut le faire, elle peut demander l'asile. Avec ce nouveau motif d'irrecevabilité-là, la personne n'aura plus la possibilité, la personne qui traverse de façon irrégulière et qui attend les 14 jours n'aura plus la possibilité de demander l'asile. Et ne sera pas, dans son cas, renvoyée aux États-Unis, mais elle va être dirigée vers une procédure alternative qui s'appelle l'examen des risques avant renvoi, mais qui n'est pas du tout équivalente à la procédure de détermination du statut de réfugié devant la CISR. Donc ça, c'est en résumé, je dirais, là, vraiment les restrictions au droit d'asile qui sont contenues dans le projet de loi C2 auxquelles on s'oppose fortement. Il y a des coalitions, à la fois un Front commun au Québec, il y a une coalition nationale à l'échelle canadienne qui s'active présentement pour
que ces mesures-là soient rejetées. Puis, par ailleurs, que l'ensemble du projet de loi C2 soit rejeté parce qu'il contient des dispositions vraiment attentatoires aux libertés civiles, notamment au droit à la vie privée, qui accroîtrait de façon très importante les pouvoirs de surveillance des forces policières pour non seulement les personnes migrantes, mais l'ensemble des citoyens du Canada. Oui, justement, c'est la surveillance vie privée et partage des données qui ouvrirait la porte à l'accès aux données par des gouvernements étrangers, notamment via des dispositions compatibles à la loi américaine Cloud Act et la Convention de Budapest. Est-ce que c'est normal, ça? Non, je crois pas que c'est normal. À mon avis, c'est très dangereux. Surtout, je veux dire, c'est normal qu'à certains égards, il puisse y avoir une coopération entre les gouvernements, par exemple en matière criminelle, d'échange de renseignements. Puis c'est déjà le cas. Par exemple, les agents de l'Agence des services frontaliers peuvent avoir accès aux bases de données américaines en matière de criminalité. Ça, il y a des échanges de renseignements, je pense, qui font partie d'un fonctionnement normal, mais d'avoir facilement accès à des données sur la base, en fait, de fardeaux de preuves qui sont vraiment très bas, d'avoir accès facilement aux données des personnes, c'est très problématique. Puis, c'est un exemple qui revient souvent, ce serait par exemple, une femme américaine qui vit dans un État où les soins d'avortement sont interdits, puis qui viendra au Canada pour recevoir ces soins-là, les autorités américaines pourraient éventuellement, à travers ces mécanismes-là, obtenir les informations des fournisseurs de ces services-là au Canada pour punir ou criminaliser la personne, pour faire, cette personne-là est allée recevoir des soins en lien avec l'interruption volontaire de grossesse au Canada. Donc, il y a quand même des éléments inquiétants là, à cet égard-là. Certains dénoncent une militarisation des frontières et une démarche qui assimile l'immigration à une menace sécuritaire. Êtes-vous de même avis? Oui, tout à fait. Je dirais oui, c'est un élément qu'on dénonce. L'immigration est fréquemment présentée comme notamment l'immigration irrégulière, comme une menace à la sécurité, sans que ce soit jamais très clair de quoi on parle. La sécurité, c'est un concept très flou qui peut être interprété de mille et une façons. J'ai eu l'occasion dans ma recherche de terrain là, que j'ai faite dans le cadre de mon doctorat, de parler avec des agents de l'Agence des services frontaliers à cet égard-là, puis leur conception de la sécurité, puis on voit que c'est potentiellement très large, puis il y a même des personnes qui disaient ouvertement qu'il y avait de la difficulté à définir c'était quoi exactement. Donc, c'est un concept qui est vraiment très, très large, qui est très englobant, qui, je pense, fait peur d'une certaine façon, mais qui exagère fortement les menaces que pourraient faire peser les mouvements migratoires, qui sont souvent associés, au trafic d'armes, au trafic de drogue, qui sont assimilés à ça, mais qui, sans toujours avoir un certain fondement à ces allégations-là. Mais surtout, c'est que de présenter l'immigration sous l'enjeu de la sécurité vient justifier des restrictions. Là. C'est une rhétorique qui permet par la suite de poser des restrictions qui ont l'air raisonnables, mais en posant ou en analysant les mouvements migratoires sous l'angle de la sécurité à la frontière, on omet complètement la question de la sécurité des personnes elles-mêmes qui choisissent de traverser la frontière de façon irrégulière parce qu'elles y sont contraintes. C'est pas par choix que les personnes font ça, c'est vraiment par manque de possibilités. On fuit la persécution ou on fuit la misère, on fuit les impacts des changements climatiques. Puis il y a peu d'options qui s'offrent, là, d'options régulières qui s'offrent. Puis les personnes traversent de cette façon-là, mais on omet complètement ou on met dans l'ombre tous les enjeux qui ont trait à leur propre sécurité à ces personnes-là. Puis c'est quand même, dès la Convention de Genève en 1951, un élément qui avait été relevé par les rédacteurs de la Convention, le fait que les personnes qui fuient la persécution
c'est fort possible qu'elles entrent de façon irrégulière ou qu'elles séjournent de façon irrégulière dans un pays et qu'elles ne doivent pas être punies en raison de ça. Parce que ça fait partie de la réalité souvent à laquelle est confrontée une personne qui fuit la persécution. Mais faut fuir, on peut pas attendre nécessairement que quelqu'un nous ouvre la porte. On doit passer par des chemins irréguliers. Il y a plus de 300 organisations qui demandent le retrait complet du projet de loi craignant une violation massive des droits humains. Est-ce que votre organisation en fait partie? Oui, tout à fait. On est signataire de plusieurs des initiatives qui ont été mises en place. On s'implique dans la coalition nationale, dans le Front commun également. Par exemple, moi personnellement, je participe à la rédaction du mémoire qui va être déposé par le Front commun. Donc on participe aux réflexions, on participe justement avec nos partenaires, avec plusieurs de nos organismes membres d'ailleurs, à la mise en place de différentes initiatives pour s'y opposer, tout à fait. Puis on encourage les gens de partout dans le monde à s'y informer. Il y a d'ailleurs, pour les auditeurs qui ne seraient pas présents au Canada, une campagne d'Amnesty International sur le plan international pour alerter les personnes concernées de cette initiative-là et qui sont invitées à signer une pétition pour s'y opposer. Nous sommes à la fin de notre émission de ce samedi 4 octobre 2025. Avant de partir, il y a une question de Roberto depuis Montréal qui vous pose la question suivante. Comment votre organisme vient-il en aide aux personnes sans statut? Ben, comme je le disais, nous, on n'offre pas nécessairement de services directs aux populations concernées. On est en soutien à nos organismes, mais il y a plusieurs de nos organismes qui accueillent les personnes, peu importe leur statut, que ce soit avec des services davantage axés sur l'accès aux soins de santé. Si on pense à Médecins du Monde, par exemple, à Montréal, qui a une clinique pour les personnes migrantes sans statut, des organismes comme le collectif Bienvenue, qui peut offrir certaines formes d'aide, ou alors des cliniques juridiques qui soutiennent les personnes dans leur démarche de régularisation. Donc, il y a plusieurs organismes quand même à travers la province qui offrent différentes formes d'aide. Puis, on essaie de les soutenir dans ce travail-là, en facilitant sur la concertation, le partage d'informations. Dernière question avant de nous quitter. Est-ce que les immigrants sont toujours la bienvenue au Québec? Oui. Je pense que si on pose la question à la majorité de la population, oui, les personnes migrantes sont les bienvenues au Québec. On entend différents discours, on entend différentes perspectives. Il y a eu plusieurs débats à la suite de la sortie de Kim Thuy dans les médias lors d'une entrevue à Radio-Canada. Puis, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est que le discours gouvernemental est loin de faire l'unanimité, est loin de rassembler la majorité de la population québécoise et non, les personnes migrantes sont les bienvenues au Québec. Merci Louis-Philippe Janard. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du volet protection à la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes TCRI. Merci encore d'avoir honoré de votre présence ce grand rendez-vous médiatique et nous espérons vous revoir très prochainement à la fin de cette consultation pour en reparler, pour des résumés, pour la actualiser, pour voir à quel niveau se trouvent les problèmes.